Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en ligne ce matin. Je m'appelle Morgane Bess, je suis chef de projet bâtiment durable chez Ecopolis. Ecopolis, c'est le pôle de ressources francilien pour la construction et l'aménagement durable. On a pour mission d'encourager le changement des pratiques pour un monde plus soutenable. Les petits déjeuners techniques, c'est un format qu'on a lancé au printemps dernier et qui est dédié à des retours d'expériences opérationnelles. Le concept est simple, en 1 heure, on vous propose de venir écouter des experts invités et de participer aux échanges pour repartir avec des solutions et puis des réponses à vos questions. Le cycle de cet automne a pour thème la gestion de l'eau, sous toutes ses formes, donc gestion des eaux pluviales, gestion des eaux grises, gestion des eaux usées. Le 28 octobre et le 18 novembre dernier, on a déjà été réunis pour parler de 2 sujets différents. D'abord de gestion des eaux pluviales à la parcelle, et puis ensuite de récupération des eaux grises et des eaux pluviales pour alimenter les usages intérieurs au bâtiment, et notamment pour essayer de les revaloriser dans les sanitaires. Donc vous pouvez retrouver les replays de ces 2 événements sur LinkedIn, et puis bientôt aussi sur notre compte YouTube. Ce matin, nous sommes réunis pour aborder le thème de la collecte séparée et de la valorisation des urines. Et donc pour nous éclairer sur ce sujet, sont présents à mes côtés 2 experts que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabien Esculier, je suis chercheur au laboratoire LESU à l'école des Ponts ParisTech et je coordonne depuis 8 ans le programme de recherche-action OCAPI qui s'intéresse en particulier à la séparation à la source dans la gestion des urines et matières fécales humaines. Bonjour, je m'appelle Nicolas Bell, je suis assistant à maîtrise d'ouvrage en collecte séparative des urines depuis 6 ans. Voilà. Très bien, merci à tous les 2 et merci d'être parmi nous ce matin. Donc pour vous préciser le format, le petit déjeuner technique va être dissocié en 2 temps de présentation. Donc Fabien va commencer par nous présenter le contexte scientifique et puis les raisons pour lesquelles c'est important de collecter et de valoriser les urines. Et puis ensuite Nicolas nous partagera des retours d'expérience issus de 2 opérations de bâtiment qui proposent des modèles différents de collecte et de valorisation. Pendant ces 2 temps de présentation, on aura des temps dédiés à des échanges donc avec vous, donc n'hésitez pas tout au long du petit déjeuner technique à poser vos questions via le chat, elles nous seront relayées et on pourra les poser aux intervenants. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Fabien pour commencer les échanges. Alors l'urine humaine, une ressource à valoriser. Il est désormais bien partagé que le mode de vie, le mode de fonctionnement des sociétés industrielles occidentales crée des perturbations environnementales et sociales qui ne sont pas soutenables. Vous voyez ici le schéma des limites du système Terre qu'on considère comme étant très largement dépassé. Alors on parle beaucoup du changement climatique, d'érosion de la biodiversité, et en bas de ce graphique, vous voyez aussi une perturbation qui est considérée comme grave à l'échelle planétaire, qui est celle de la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore. Alors on parle beaucoup moins de cette perturbation, et pour autant elle est considérée comme étant très grave. Quelle est l'origine de... Quelles sont les matérialisations de ces perturbations? Pour ce qui est de l'azote, ça a été schématisé sous la forme de 9 impacts environnementaux forts. Donc il y a énormément d'azote en circulation induit par des activités humaines dans l'environnement. Et ça se traduit par l'eutrophisation des cours d'eau, c'est-à-dire des perturbations des cours d'eau, un enrichissement qui va induire des développements algaux, des mortalités piscicoles. Ça se traduit par des contaminations de l'eau. En France, ça fait depuis environ 40 ans que chaque semaine on ferme un puits parce que la contamination en azote est trop importante. C'est l'azote sous la forme du nitrate qui crée ces contaminations. Une autre matérialisation, c'est aussi les pollutions atmosphériques, par ce qu'on appelle les NOx, ou encore des particules qui sont aussi formées de molécules qui contiennent de l'azote. Et puis enfin, chaque circulation d'azote dans l'environnement s'accompagne d'émissions de N2O, le protoxyde d'azote, qui est un puissant gaz à effet de serre. Et donc ces perturbations du cycle de l'azote participent de multiples perturbations environnementales différentes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de l'azote, et donc du phosphore, je parlerai un petit peu plus d'azote, en circulation dans l'environnement et en excès? La raison fondamentale, c'est parce que les humains ont besoin de manger de l'azote. On a besoin de manger environ 3,4 kg d'azote par personne et par an. Le symbole chimique de l'azote, c'est N. Et 350 g de phosphore avec le symbole chimique P. L'azote, c'est globalement contenu dans les protéines. Donc 3,4 kg d'azote, ça fait à peu près 60 g de protéines par personne par an. Et si on regarde le mécanisme physiologique de l'alimentation des humains, on mange 3,4 kg d'azote par personne et par an, mais
on pèse le même poids à la fin de l'année qu'au début statistiquement, ça veut dire que tout ce qui est rentré est sorti, et donc on excrète en fait aussi 3,4 kg d'azote par personne et par an. Alors dans la recherche que je mène, en particulier dans ma thèse, je travaille sur les systèmes alimentation-excrétion, c'est-à-dire comment les sociétés humaines s'organisent pour subvenir à ces besoins fondamentaux. Toute société doit gérer l'alimentation des humains et symétriquement l'excrétion de ces humains dans lesquels on retrouve les mêmes quantités de cette molécule d'azote. Alors même quantité mais pas même qualité. Comment se passent les échanges d'azote dans un écosystème? Nous avons d'un côté les plantes qui prennent l'azote dans le sol. Il peut être typiquement sous la forme de l'urée, les plantes peuvent manger de l'urée, et avec cet azote sous forme d'urée par exemple, elles vont fabriquer des protéines. Et puis par ailleurs on a les animaux qui eux ont le mécanisme physiologique exactement inverse, donc c'est celui des humains, on a besoin de manger des protéines et on excrète de l'urée. Et donc dans une forêt, typiquement, on va avoir cet échange d'azote assez standard entre des plantes qui fabriquent des protéines, des animaux qui mangent ces protéines, qui excrètent de l'urée, les plantes qui mangent l'urée, etc., etc. Alors ce fonctionnement qui correspond à des cycles de l'azote qu'on considère comme étant soutenables, il n'est pas réalisé du tout ainsi dans les sociétés industrielles occidentales, et nous avons fait un travail spécifique sur les flux d'azote dans l'agglomération parisienne, assez représentative des villes occidentales d'aujourd'hui, pour analyser comment circule cet azote dans nos sociétés. Alors on a compté donc, on a suivi à la trace les kilogrammes d'azote qui circulent dans l'agglomération parisienne, on les a remontés au niveau agricole et puis redescendus au niveau de la gestion ensuite des excrétions humaines. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate tout d'abord que en France, en moyenne, on mange à peu près 5 kg d'azote par personne et par an, c'est-à-dire finalement on mange 50% de plus de protéines que notre besoin physiologique. Ce sont des excédents alimentaires qui ne sont pas particulièrement bénéfiques pour le corps, voire qui sont néfastes en termes de santé, avec des impacts type cancer, etc. Évidemment, on va excréter cette grande quantité d'azote qui est ingérée également. Si on remonte en amont, les systèmes agricoles sont aujourd'hui organisés avec l'utilisation d'azote issu d'une synthèse pétrochimique, et ces engrais de synthèse qui ont été massivement utilisés depuis la Seconde Guerre mondiale induisent donc une utilisation très importante d'azote dans les systèmes agricoles, 21 kg par personne et par an, ce qui veut dire que globalement on a une efficacité d'utilisation de l'azote moyenne qui est de 25% dans ce système aujourd'hui. À l'aval, que se passe-t-il de nos excrétions? On va uriner et déféquer dans des toilettes qui sont très majoritairement en France à chasse d'eau. L'eau des toilettes est envoyée vers les égouts en ville. Et ces égouts sont ensuite acheminés, enfin l'eau des égouts est ensuite acheminée, mélangée avec l'eau du lavabo, de la cuisine, etc., avec l'eau pluviale souvent aussi, acheminée jusqu'à une station de traitement des eaux, dont l'objectif est de protéger la rivière de l'excès en particulier d'azote qui serait amené. Et depuis 10-20 ans, on a construit un grand nombre d'unités qui traitent l'azote pour protéger les rivières, mais l'azote étant très dilué dans les eaux usées, ce traitement est une destruction de l'azote, donc on ne récupère presque pas d'azote. Vous voyez ici qu'on a 0,2 kg par personne et par an récupérés dans les boues de stations de traitement des eaux usées, c'est-à-dire finalement 5% de recyclage de cette ressource. En amont et puis en aval de cette gestion linéaire de l'azote, nous avons les 2 fois de l'utilisation intensive de méthane fossile, le gaz naturel, dont on ressent beaucoup plus fortement la dépendance géostratégique en plus des effets climatiques, malheureusement depuis quelques mois. Et donc aujourd'hui nous avons des usines de synthèse d'azote qui utilisent du méthane pour le synthétiser, et à l'aval, des stations de traitement qui vont utiliser le méthane pour détruire cette fois-ci l'engrais azoté naturel contenu dans les excrétions humaines. Ce qui participe de la non-soutenabilité de ce cycle à la fois extrêmement intense et majoritairement linéaire, également très polluant puisque un grand nombre d'émissions azotées sont induites aux différentes étapes. Ici vous voyez en amont au niveau des systèmes agricoles et en aval sous la forme d'émissions de nitrates dans les milieux aquatiques, d'ammoniac dans l'atmosphère, de N2O, de protoxyde d'azote dans l'atmosphère également.
Alors comment réaliser une transition vers des systèmes qui soient soutenables? C'est un des grands enjeux de la recherche que nous menons et nous travaillons sur à la fois des cas où cela est déjà réalisé et à la fois sur des perspectives de déploiement beaucoup plus générales de pratiques qui soient soutenables. En amont des systèmes, il s'agit bien évidemment de travailler sur les régimes alimentaires orientés vers la sobriété qui peut être atteinte d'une part par une baisse des quantités de protéines ingérées, et aussi de façon très forte par la nature de ces protéines en privilégiant des protéines d'origine végétale. Aujourd'hui, le régime alimentaire moyen français, c'est 2/3 de protéines d'origine animale et 1/3 d'origine végétale. Il s'agirait d'inverser ce ratio pour avoir 2/3 de protéines d'origine végétale, ce qui est largement suffisant, voire meilleur pour la santé que le régime actuel. Ensuite, au niveau des pratiques agricoles, il y a énormément de modifications pertinentes à faire par rapport au système dominant. Elles ont été travaillées à l'échelle européenne dans un article piloté par Gilles Billen, Reshaping the European Agri-Food System, dans lequel nous montrons la possibilité à l'échelle de toute l'Europe de se passer totalement des engrais de synthèse azotés et de continuer à exporter une partie de notre production avec une suppression totale aussi des imports de fourrages animaux. Cette possibilité, elle est basée sur plusieurs hypothèses. Un changement des régimes alimentaires, un changement des pratiques agricoles avec l'utilisation des légumineuses comme intrants agricoles importants, lié à un couplage entre les élevages, un couplage à remettre en œuvre dans beaucoup de situations entre les élevages et les cultures de végétaux. Le troisième volet, c'est celui de la valorisation des excréments humains et en particulier des urines. En effet, si on regarde sur ce critère de l'azote, comment sont composées aujourd'hui les eaux usées domestiques, donc les eaux qui sortent d'un foyer, on constate que sur 150 litres d'eau par personne et par jour communément utilisée, environ 1% de ce volume correspond à des urines et un tout petit peu à des matières fécales. En revanche, si on regarde la composition des matières qui sont présentes dans cette eau usée, et en particulier l'azote, 80% de l'azote provient des urines, un autre 10% des matières fécales et seulement 10% provient du reste des eaux ménagères. Nous avons donc finalement une ressource très concentrée en azote qui est l'urine par rapport à l'eau usée, d'où l'intérêt de mettre en œuvre des procédés de séparation à la source, c'est-à-dire de ne pas mélanger cette urine pour ensuite essayer de récupérer ce qu'aujourd'hui on ne sait pas faire, mais ce qui a été fait depuis des millénaires par beaucoup de civilisations, mettre en œuvre directement une collecte et une valorisation de cette matière désormais considérée comme ressource. Alors, très largement pratiqué en France, au XIXe siècle, à l'époque où on est en pleine révolution industrielle, mais où, en raccourci, on n'a pas le pétrole, on fait de l'économie circulaire. Et mon collègue Emmanuel Adler a recensé 200 brevets déposés en France au XIXe siècle sur des procédés qui permettent de collecter, traiter, valoriser l'urine et les matières fécales humaines, avec des médailles d'or qui sont remises aux inventeurs qui permettent de valoriser cette matière largement utilisée en France. Les engrais Haber-Bosch et la toilette à chasse d'eau qui s'est aussi développé parce que ce développement agricole industriel a rendu, pour ainsi dire, inutile les urines et matières fécales humaines. Le XXe siècle a vu donc éclipser ces méthodes, ces savoir-faire, ces connaissances, et nous sommes passés dans une logique d'externalisation. On expédie les urines et matières fécales au loin, et puis globalement, la gestion des eaux usées est un impensé collectif, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. La réémergence de l'intérêt pour ces matières dans l'Europe, elle vient de Scandinavie, et donc en particulier un grand nombre d'éco-villages, souvent en habitat participatif, ont été développés à partir des années 90, dans lesquels des collectifs de personnes ont dit finalement on peut très bien gérer à notre échelle nos urines et ou nos matières fécales dans des logiques circulaires et non polluantes de l'eau. Et ils ont en particulier développé des toilettes à séparation d'urine. Vous voyez un modèle ici qui a été développé dans les années 90. Ils ont équipé un grand nombre, sur toute la carte de Suède, vous voyez un grand nombre d'habitats participatifs ou d'éco-villages de ce type de filière, où donc les toilettes à séparation d'urine sont chez les particuliers. L'urine est collectée par tuyau jusqu'à une cuve, usuellement mutualisée à l'échelle de l'éco-village. Un agriculteur vient vidanger cette cuve et l'emmener vers une outre gonflable en bout de champ. Et ensuite, ces urines sont épandues. Et aujourd'hui, il y a un document de l'Organisation mondiale de la santé, des recommandations officielles, qui garantissent des pratiques sûres pour une valorisation de l'urine après simple stockage en agriculture.
En France, ce sujet a été porté en particulier par le militantisme, on va dire, pour les toilettes sèches et pour la préservation de l'eau. Les toilettes sèches, donc, avec une vision assez fréquente de la cabane au fond du jardin, des systèmes, on va dire, peu conviviaux, et pas nécessairement toujours très fonctionnels, ont été réinvestis dans des logiques écologiques, et en particulier une fédération d'acteurs, le réseau de l'assainissement écologique, a été créé au début des années 2000 et rassemble un grand nombre d'acteurs qui travaillent au retour au sol des urines et matières fécales humaines depuis ce temps, qui ont beaucoup travaillé au début des années 2000 dans des contextes festivals, habitations individuelles, sites isolés, toilettes publiques isolées. Pendant longtemps, ces sujets sont restés cantonnés à cette échelle. Depuis les années 2010, et en particulier sur l'agglomération parisienne, où le système de traitement des eaux usées est en tension très forte du fait des baisses de débit dues au changement climatique dans la Seine, et d'une prise de conscience générale de l'insoutenabilité des systèmes, la séparation à la source a acquis un intérêt plus important, et en particulier le programme OCAPI, que je coordonne, a été lancé 2014-2015, et c'est la première recherche académique en France sur le sujet, en parallèle de recherches menées par nos collègues toulousains, aussi sur le sujet au même instant. La reconnaissance institutionnelle s'est accrue dans les années suivantes, puisqu'en 2018, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, par son comité de bassin, vote une subvention pouvant aller jusqu'à 80% pour tous les projets sur le bassin de la Seine qui mettraient en œuvre une séparation à la source des urines et matières fécales humaines, et ou des matières fécales humaines, ce qui est une décision extrêmement importante et qui a pu permettre de lancer un grand nombre de projets par la suite depuis donc 4 ans. Et en particulier, en 2020, une opération qui, à ce jour, est la plus importante, le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Paris 14e, dans laquelle est en train d'être construit une séparation à la source de l'urine pour les 1000 habitants du quartier et qui sera mis en service dans 2 ans environ. Le programme OCAPI donc, travaille à une compréhension très large des enjeux autour de la transition de nos systèmes alimentation-excrétion. C'est un programme très pluridisciplinaire où on vise à une approche systémique et très tournée vers l'action. Donc on produit évidemment de la recherche, mais aussi beaucoup d'éléments de sensibilisation, une animation avec l'association Arceau Île-de-France pour favoriser la fédération des acteurs mettant en œuvre cette séparation à la source et les filières qui vont avec, voire un accompagnement d'un certain nombre de projets, avec donc des zones d'approche très importants, très variés, comme je le disais, autour du métabolisme des territoires, de l'agriculture, des enjeux de santé, des enjeux sociologiques et des démonstrateurs que nous réalisons aussi en propre, en particulier à l'école des ponts. Les partenaires du programme OCAPI se sont largement multipliés depuis 8 ans et nous avons désormais un grand réseau de partenaires scientifiques, partenaires financiers et techniques aussi, pour réaliser ce travail. Alors, évidemment, la première chose, c'est déjà à petite échelle de reconsidérer ces matières que l'on excrète tous les jours. Et j'espère que la prochaine fois que vous irez aux toilettes aujourd'hui, vous penserez différemment à ce geste qui consiste à mettre dans l'eau des ressources fertilisantes pour les plantes, qui malheureusement dans une rivière font surtout pousser des algues pas très utiles, alors qu'elles peuvent sur la terre permettre de produire et s'insérer dans une autre relation à notre environnement. Alors, sur le site internet du programme OCAPI, vous trouverez pléthore de documents vous permettant de savoir quelle quantité mettre, comment utiliser cette urine. Et il y a différentes autres ressources aussi qui sont indiquées. L'ordre de grandeur, hein, c'est 1 litre d'urine fertilise 1 mètre carré pour une année. Donc si vous habitez en petit appartement, vous avez largement trop d'urine pour l'utiliser chez vous, et vous pouvez commencer éventuellement à penser à la plus grande échelle, c'est-à-dire celle qui consiste à exporter cette urine d'une parcelle urbaine pour permettre qu'elle soit valorisée en agriculture, en symétrique de ces parcelles agricoles qui nourrissent les urbains. Dans l'association Arceau Île-de-France, nous animons un groupe de travail sur la séparation à la source. Nous avons publié, et il est également en ligne, le premier ouvrage français sur la séparation à la source, qui fait le point sur tous les enjeux de cette pratique et comment la mettre en œuvre. Très succinctement, quelques premiers éléments techniques
sur la mise en œuvre de filières de séparation à la source de l'urine. Tout d'abord, prendre conscience qu'il existe un très grand nombre d'interfaces usagées, c'est-à-dire de toilettes différentes permettant de collecter l'urine. Alors le plus répandu déjà dans la société, c'est l'urinoir masculin. Il peut en outre être sec, c'est-à-dire sans chasse d'eau, ce qui permet une non-dilution des urines et faciliter sa valorisation. Et nous avons un grand nombre de systèmes qui sont présentés sur la diapositive, entre des toilettes à séparation d'urine avec une chasse d'eau pour les matières fécales. Vous avez en dessous un urinoir féminin aussi qui se développe, dont un qui a été développé par une membre du programme Okapi. Des toilettes à séparation d'urine qui peuvent être sèches également. Vous voyez en bas à droite un récent modèle. Dont nous parlera Nicolas tout à l'heure. Et puis il y a des toilettes à tapis roulant aussi, qui de façon gravitaire séparent les urines devant et les matières fécales derrière, etc. etc. C'est bien sûr l'entrée sur le sujet, c'est cette interface. Ensuite, il y a toute une filière à mettre en œuvre, depuis l'interface jusqu'à la collecte et la transformation. Nous avons publié une note pour favoriser l'appropriation du sujet et comment concevoir et exploiter des réseaux de collecte de l'urine humaine, dans lequel nous précisons quelles sont les vigilances à avoir et donnons un ensemble de recommandations sur la mise en œuvre et sur l'entretien. Et puis ensuite, si on va tout au bout de la chaîne, nous avons donc de l'urine qui peut être simplement stockée, soit en contexte urbain, on voit que sont plébiscités des procédés de concentration pour limiter les volumes à stocker et à transporter, et qui sont aussi plébiscités au niveau agricole par la praticité à l'épandage de matières qui soient plus concentrées. Il y a aujourd'hui un produit qui est disponible sur le marché, développé par des Suisses, qui s'appelle Laurin, qui est donc issu d'urine concentrée. Il y a aussi une entreprise française qui a récemment mis sur le marché des cultures de bactéries sur urine. Donc il ne s'agit pas de valoriser en tant que tel les nutriments présents dans l'urine, mais d'utiliser l'urine comme support de culture pour des bactéries. Et puis vous voyez en bas des procédés qui sont en cours de développement, en particulier de dessiccation de l'urine, mis en œuvre par une entreprise suédoise issue de la recherche publique qui s'appelle Sanitation 360, etc. etc. C'est un sujet que j'ai eu la chance de présenter après avoir soutenu ma thèse dans le concours Ma thèse en 180 secondes. Vous pourrez le trouver si vous le souhaitez en 3 minutes donc sur la plateforme YouTube, dans lequel je présentais ce cycle théorique indiquant que si l'on collectait aujourd'hui les urines de tous les habitants de l'agglomération parisienne, on aurait des matières fertilisantes permettant de fertiliser du blé, qui conduirait à la production de 25 millions de baguettes de pain par jour. C'est pour donner une idée de la quantité colossale de matières fertilisantes excrétées tous les jours par les habitants de cette agglomération. Et si ce schéma était théorique en 2019 lorsque je l'ai présenté, j'ai la chance de piloter un programme de recherche-action dans lequel nous collectons effectivement cette urine, en particulier à l'école des Ponts. Nous sommes en partenariat avec un certain nombre d'agriculteurs et la Chambre d'agriculture d'Île-de-France pour réaliser des épandages, des essais de fertilisation. Et nous avons eu un grand nombre de boulangers qui nous ont dit qu'ils étaient extrêmement enthousiastes à cette idée, qui nous ont permis de fabriquer du pain, voire des biscuits. Et la prochaine fois, si nous ne sommes pas en webinaire, je vous proposerai de déguster ces biscuits que nous fabriquons et qui sont issus donc d'une farine de blé qui a été fertilisée à partir des engrais issus de l'urine humaine. Je vous remercie pour votre attention. Merci Fabien. Donc on va pouvoir passer à un temps d'échange. N'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions dans le chat. Alors, une première question qui est un vaste sujet, et on en a d'ailleurs par ailleurs déjà parlé dans d'autres contextes, mais est-ce qu'il y a des dispositifs législatifs qui contraignent ou au contraire encouragent la collecte et la valorisation des urines ? Alors, aujourd'hui, la question de la séparation à la source des urines et aux matières fécales humaines n'est pas encadrée clairement par la réglementation. Je dirais que c'est normal puisque les réglementations encadrent les pratiques. Et cette pratique, elle est encore relativement limitée. Il y a eu une demande forte depuis longtemps d'un encadrement de la pratique par les acteurs qui font déjà, en particulier au réseau de l'assainissement écologique. Mais étant sur des secteurs relativement de niche, les pouvoirs publics n'ont pas pris de mesures d'encadrement spécifiques. Dans le groupe de travail Arceau, nous sommes en train de mener un travail pour expliciter le fait que cette absence de cadre spécifique n'est pas un frein à la réalisation. La preuve en est qu'il y a tout un tas de contextes dans lesquels se réalisent effectivement ces pratiques. En fait, il faut, selon la façon dont c'est organisé, en particulier selon l'implication d'acteurs publics ou non, étudier comment est prévue cette valorisation, cette filière, et trouver
quelle est la réglementation, les cadres déjà existants qui permettent de fournir un encadrement général, mais il n'est pas spécifique. En tout cas, il n'y a pas d'empêchement, et on a tout un tas de contextes dans lesquels se sont déjà faits des filières de valorisation de l'urine. Ok. Et du coup, cette note que vous êtes en train de rédiger, elle sera disponible courant d'année 2023 ou peut-être même déjà avant la fin de l'année, on la mettra en ligne sur le site Ok. internet Okapi et le site de l'association Arceau Île-de-France. Ok. La première note, c'est une note d'état des lieux de la réglementation existante et donc des différents cadres qu'on peut mobiliser. Et ensuite, on fera une deuxième note, celle-là, elle sera plutôt pour le milieu ou la fin de l'année 2023, sur à la fois des cas pratiques où on montre qui a fait comment dans les projets existants, et ensuite on va proposer des évolutions de la réglementation pour qu'il y ait un cadre dédié, adéquat à ces pratiques. Ok, très bien. Alors du coup, tu disais que c'est des pratiques un peu de niche, et en même temps tu nous as présenté que finalement, si on remonte à avant la période de la révolution industrielle, c'était une pratique courante en fait de collecter de façon séparée et de valoriser les urines. Tu as parlé de 200 brevets développés. Est-ce que c'est des sources qui peuvent encore nous inspirer aujourd'hui et sur lesquelles on peut se baser ou pas? Oui, complètement. Alors par boutade, dans ma thèse, j'ai mis en face les brevets du 19e siècle et les brevets du 21e siècle, ou les articles scientifiques du 21e siècle. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont réinventées. On peut prendre l'éolienne comme étant la réinvention du moulin à vent, par exemple. C'est vraiment exactement ces mêmes logiques. Donc il y a plein d'inspirations à en tirer. Maintenant, il y a aussi des nouvelles technologies qui existent aujourd'hui, des cadres de développement qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc de toute façon, il y a un travail de réinvention. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inspiration à trouver dans l'esprit des pratiques de ce qui était mis en œuvre. Et on travaille beaucoup sur l'histoire dans le programme Okapi, parce qu'il y a des enseignements importants aussi en termes de modèles de mise en œuvre. Il y a eu des modèles extrêmement inégaux et injustes dans la mise en œuvre de séparation à la source dans le passé, avec des paysans extrêmement pauvres par exemple, qui mettaient pour autant cette pratique en œuvre. Donc il y a aussi des enjeux qui sont toujours d'actualité très forte, de savoir effectivement, certes on peut mettre en place des filières de valorisation, mais qui tirent la majorité de la valeur de ce qui se passe, ça reste à chaque fois à définir au cas par cas. Ok. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette approche historique, on l'a aussi quand on parle d'économie circulaire sur les matériaux, en fait, parce que dans le passé, on déconstruisait les bâtiments et on récupérait les matériaux, ce qu'on essaye de refaire aujourd'hui. Et enfin voilà, c'est intéressant de voir ce parallèle sur ces deux sujets. Tout à fait. On a fait beaucoup de travaux en histoire et qui sont très enrichissants. Et d'un certain côté, on se demande ce qui s'est passé aussi, quoi. Oui, on a perdu tellement de savoir-faire et de finesse dans l'utilisation des matières, des ressources. En fait, on me demande souvent si ça coûte cher de faire ça, mais j'ai l'impression qu'on était à l'économie à une certaine époque et que en fait, l'abondance des hydrocarbures nous a fait perdre la logique d'économie. En fait, valoriser ces matières, c'est à mon sens être économique. Donc c'est de ce point de vue, c'est vrai que c'est très inspirant. Ouais, Il me semble qu'à certaines époques, on payait même un droit pour avoir le droit de récupérer les boues dans les rues et pour les revendre à l'extérieur. Alors, tout à fait. Oui. Alors en particulier en France, à Lille, il faut s'imaginer si on habite à Lille en 1900, qu'on habite à Lille et qu'on est un locataire d'un appartement. On reçoit chaque année un chèque pour les frais d'enlèvement des urines et matières fécales humaines qui sont collectées dans la fosse d'aisance. Donc voilà, au lieu de payer ce qu'on a aujourd'hui comme facture de charge locative, on est rémunéré. Voilà. Mais à nouveau, cette question de rémunération pose toujours la question de comment se fait l'échange, qui en bénéficie, etc. Et en fait, on constate qu'il y a eu des pratiques où c'était tiré par les urbains ou bien tiré par les acteurs intermédiaires. Il y a eu des monopoles des vidanges aussi, dans lesquels il y a des acteurs qui ont fait des fortunes colossales en faisant payer tout le monde à tous les bouts, très cher. Voilà, donc il y a un peu tous les systèmes économiques qui sont possibles aujourd'hui. Et on constate qu'il y a un fort développement aussi de la logique de commun. L'habitat participatif, c'est un lieu où se développe beaucoup ça, et où en fait il y a des formes de mutualisme souvent non marchands en fait qui se mettent en place entre des producteurs agricoles et puis des habitants qui mettent en œuvre ces systèmes-là et qui finalement rentrent dans des formes d'échanges qui sont souhaités comme étant égaux, quoi, entre des matières fertilisantes d'un côté et de la nourriture de l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes aussi, on trouve, de ce côté-là. Et peut-être l'occasion de mentionner un des projets qu'on mène aujourd'hui, le projet qui s'appelle En Ville, financé par l'ADEME Île-de-France, et qui est un des financeurs du programme Okapi. Et dans ce projet En Ville, on accompagne ce qu'on appelle l'AMAP Pipi, c'est-à-dire l'AMAP, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, donc
des partenariats entre une vingtaine de citadins et un agriculteur souvent maraîcher. Le camion vient avec les légumes à l'aller mais repart à vide. Donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut organiser le fait que le camion reparte avec l'urine des habitants. Et donc en ce moment on est en train d'accompagner la première AMAP Pipi de France, dont on espère qu'on arrivera effectivement à mener à bien ce projet. Et potentiellement à sa réplication par la suite, dans des formes d'échange qui peuvent être construites de façon juste aussi entre chacun. Ok. On a une question aussi qui revient souvent. Quid des pollutions présentes, notamment les traces de médicaments dans les urines, et notamment dans le cadre d'une réutilisation directe? Oui, alors le principal enjeu de contamination des urines, c'est celui des résidus médicamenteux, effectivement. Nous avons travaillé dessus, en particulier dans le cadre du projet AgroCapi, donc il y a pas mal de documentation disponible en ligne pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet. Quel est quel résultat de ces recherches? Tout d'abord, la question des résidus médicamenteux dans l'urine humaine est un sujet qui n'est pas traité dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire que ces résidus médicaments, ils vont dans l'eau. Ensuite, ils sont traités au petit bonheur la chance dans des stations qui ne sont pas faites pour les traiter, dans les stations de traitement des eaux usées. Et donc, on va les retrouver en rivière d'un côté. D'autre part, on va aussi les retrouver dans les boues de ces stations d'épuration qui sont aujourd'hui épandues sur les champs. Et par ailleurs, il y a une très grande quantité et bien davantage de molécules, en particulier antibiotiques, qui sont présentes dans les urines des animaux qu'on met aujourd'hui sur les champs également. Cet état de fait d'une non-gestion du risque résidu médicamenteux fait que un grand nombre de personnes disent que si on veut s'occuper de ce sujet, finalement, séparer à la source les urines sera la meilleure manière de le gérer au mieux. Et on voit ainsi, donc, dans des procédés qui se développent, ou qui sont déjà existants, des procédés de traitement des résidus médicamenteux sur l'urine. Et nous allons en tester un sur le plateau de Saclay dans les années qui viennent, pour évaluer sa nécessité ou non et son efficacité. Nécessité ou non, parce que le seul avis international qui existe, c'est celui de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il n'y a pas d'étude qui ait pu qualifier les effets de la présence de ces résidus médicamenteux quand on utilise ensuite l'urine en agriculture. C'est-à-dire qu'on peut détecter les résidus dans l'urine, mais ensuite on n'arrive pas à les détecter et donc on ne sait pas qualifier ce qui se passe du fait de ces présences de résidus. Et donc l'OMS a vu les bénéfices de l'utilisation de l'urine comme matière fertilisante, même si c'est simplement après stockage, l'OMS considère qu'on peut utiliser aujourd'hui l'urine. C'est le seul avis dont on dispose. Pour autant, il n'y a pas encore de consensus scientifique sur un sujet qui reste encore à défricher, et il y a des personnes qui considèrent qu'il est nécessaire de réaliser des traitements avant d'utiliser l'urine. Mais voilà, il n'y a pas encore de consensus sur cette question. Ok. Très bien, merci. Alors peut-être une dernière question. Donc on a beaucoup parlé de la valorisation dans la filière agricole, le milieu de l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres filières ou d'autres réutilisations possibles? Alors la logique du système alimentation-excrétion fait qu'en fait il y a l'azote, le phosphore, mais il y a aussi le potassium, il y a tout un tas de micronutriments qui sont excrétés. Globalement, l'usage le plus complet de nos matières excrétées, c'est celui du retour au sol et de la capture par les plantes ensuite, parce qu'on est vraiment dans un mutualisme complet. D'autres pratiques existent, j'ai parlé de la culture de bactéries. Il y a des procédés aussi extractifs qui cherchent à extraire certaines molécules d'intérêt de l'urine, mais les pratiques extractives posent toujours la question et une fois qu'on a extrait, qu'est-ce qu'on fait du reste? Et finalement, il y a énormément de niches qui peuvent être développées, bien sûr, sur ces sujets. Donc, culture de bactéries, il y a des chercheurs qui travaillent sur fabriquer des briques à partir de bactéries qui sont cultivées sur l'urine. Il y a un usage de l'ammoniac comme produit nettoyant qui est très ancien dans l'histoire de l'humanité, de longue date. Donc, tous ces usages que je qualifie un peu de niche peuvent être envisagés. Mais si on se place à l'échelle de l'ensemble des urines d'une population et de l'ensemble de tous ces nutriments qui sont excrétés, je n'ai pour l'instant pas trouvé d'autre usage massif que celui du retour de là où viennent ces nutriments. Et donc, on peut s'intéresser à développer ces niches, mais pour autant, à l'échelle, il me paraît pertinent de s'intéresser à ce retour au sol. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. On va maintenant passer la parole à Nicolas pour une présentation de retour d'expérience sur des bâtiments. Alors, je vais vous présenter deux projets qui ont été sélectionnés pour des modèles assez différents. Et après, je vous parlerai brièvement de projets un peu plus grosse ampleur, puisque aborder l'urine
À l'échelle du bâtiment, c'est très utile, mais finalement voir ça à l'échelle d'une opération d'aménagement ou plus globalement d'une ville, c'est encore plus intéressant. Donc le premier bâtiment dont je vais vous parler, son nom de code c'est le C15B, c'est sur le plateau de Saclay qui est en cours d'aménagement avec des logements, des bureaux. Et en fait c'est un bâtiment qui est en maîtrise d'ouvrage direct de l'établissement d'aménagement public Paris-Saclay, sur la ZEL du quartier de l'école polytechnique et qui doit être livré en 2023. Donc là, ce qui était prévu en janvier, ça prend un peu de retard. Et le preneur n'est pas encore connu, mais en tout cas ce sera lui qui sera garant de la collecte et du stockage. Et après c'est l'agriculteur qui sera responsable du transport jusqu'au champ et de l'épandage en lien avec une association qui s'appelle Terre et Cité, qui en gros fait le lien entre tout ce qui est ville et agriculture. Ensuite il y a un suivi scientifique qui va être fait par l'INRAE et la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, donc c'est complètement en relation avec ce dont parlait Fabien Esculier, qui en gros fournit pour l'instant des urines, et après il est prévu que d'autres urines soient fournies justement traitées, pas traitées, pour pouvoir un peu évaluer un peu l'impact de chaque procédé. Et du coup, j'accompagne ce projet avec Louise Raguet, qui fait partie du programme OCAPI et qui est la conceptrice des urineurs féminins. Voilà, tout se recoupe, on est encore un petit milieu. Donc comme l'a expliqué Fabien Esculier, chaque fois qu'il y a un porteur de projet qui est public, l'agence de l'eau Seine-Normandie finance ce projet à 80%. Donc voilà, on a le financement qui vient de là. Donc pour donner des ordres de grandeur, on est à peu près sur une collecte de 18 à 20 mètres cubes d'urine pure, puisque là on a sur 10 urinoirs masculins avec on a des urinoirs sans eau, donc avec une membrane qui empêche la remontée des odeurs, donc au niveau du confort c'est complètement imperceptible par les usagers, et ça c'est très important pour les personnes avec qui on travaille, puisque là on sort du réseau des militants dont parlait Fabien avec les habitats groupés, etc. Là vraiment, les maîtres d'ouvrage veulent que n'importe qui puisse s'occuper de ces bâtiments sans que la collecte s'en ressente. Et puis là, donc, il y a tout un système de traitement qui est en sous-sol dans un local technique avec une cuve de stockage. Donc on a une première cuve, après on a un système de nitrification sur Pitribon, donc c'est une technologie qui a aussi été développée par des Suisses, donc ils sont particulièrement moteurs dans ce domaine, une association qui s'appelle Aneco. Donc le principe c'est des gros sacs de charbon qui sont suspendus et donc aérés, et quand l'urine, donc ce charbon sert de support à la vie de bactéries nitrificatrices. Puisque dans l'urine, on va avoir des molécules, l'ammoniac, l'ammonium, qui sont assez volatiles, qui sont assez odorantes. Et le risque, c'est quand on épand dans les champs, si les conditions climatiques ne sont pas optimum, on va avoir une volatilisation de ces molécules, ce qui a à la fois un impact sur le gaz à effet de serre et qui à la fois fait perdre du coup des nutriments pour les cultures. Donc l'idée de nitrifier, c'est vraiment d'éliminer ces odeurs et de limiter, ou d'éliminer carrément cette problématique de volatilisation. Donc ça, c'est un système vraiment low cost et low tech, donc qui peut être installé un peu partout, mais dont on a encore peu de recul technique, donc on a encore du mal à évaluer vraiment l'efficacité. Et l'idée, c'est de récupérer, que l'agriculteur vienne récupérer 2 fois par an, vider cette cuve, pour après les prendre notamment sur des cultures de blé et de maïs. Donc pour aller plus dans le détail dans le local technique, donc ça c'est une conception assez spécifique qu'on a fait pour permettre des analyses notamment. Donc on a l'urine qui va arriver en orange, on a le circuit principal, donc l'urine va arriver dans une cuve avec un mélangeur. Alors la cuve intermédiaire, de toute façon, elle est nécessaire parce que le Pitribon, il faut l'alimenter progressivement. C'est-à-dire si on a un pic le matin, parce que les gens arrivent du métro, ont besoin d'aller aux toilettes, on va avoir beaucoup d'urine d'un coup. Donc l'idée, c'est d'alimenter progressivement les bactéries. Et puis après, ça passe par un filtre à charbon actif.
Donc c'est aussi du charbon avec un rôle bien différent qui est celui justement de filtrer ces micropolluants. Et après, on arrive dans la cuve de stockage, avec évidemment un trop-plein en cas de, voilà, s'il y a une défaillance dans la collecte. Et puis sinon, l'urine qui va être évacuée par l'agriculteur. Donc là, on a mis des petits robinets de prélèvement avec des mélangeurs pour pouvoir collecter à différents stades l'urine. Et puis on a mis aussi des bypass, donc en bleu, qui doivent permettre d'amener directement par exemple l'urine dans une cuve, puisque ça fait partie d'un projet plus global. Et actuellement, il faut étudier tous les systèmes, mais il est fort probable qu'à la fin, on se dise que finalement l'urine stockée suffise, qu'on s'aperçoive qu'il n'y a pas besoin de retirer les micropolluants parce que finalement, soit ils se dégradent naturellement dans les champs, soit il n'y a aucun impact mesurable. Et pour pas avoir Voilà. L'idée actuellement, c'est de faire des systèmes adaptatifs parce que le temps qu'on prenne plus qu'on recule sur toute la filière. Pardon. Donc concrètement, voilà quelques images du projet actuel. Donc voilà, c'est pas donc nous on a fait un cahier des charges en amont. On n'a pas forcément pu suivre toutes les étapes de près. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a des interprétations des entreprises de travaux qui sont voilà, qui ne sont pas forcément celles qu'on avait imaginées. Donc là, ils ont découpé le locav en deux en mettant une cuve, on voit dans le petit schéma en 3D, une cuve à urine qui est en dessous, et le matériel de traitement qui arrive au-dessus. Donc pour l'instant, les équipements ne sont pas encore installés, mais on devine en haut à gauche donc en haut, il y a l'attente pour l'évacuation d'urine vers l'entrée du bâtiment. Sera stationnée la tonne à lisier qui va collecter cette urine. Et en bas, on a l'arrivée du réseau. Donc en bas à droite, on voit un grand linéaire. Donc ça aussi, dans la conception, on demande une pente qui est supérieure à celle de l'assainissement classique, parce qu'il y a un vrai risque dans les réseaux qui est celui de la cristallisation de l'urine. L'urine, si jamais elle est mélangée à de l'eau qui est calcaire et qui a un brassage avec de l'air, on va avoir la formation de cristaux qui peuvent à terme boucher des conduites. Ça c'est déjà produit dans différents contextes. Et avoir une pente supérieure, ça permet de limiter ce risque. Un élément qui est très important quand on peut se le permettre et qu'on utilise des toilettes séparatives, je vais revenir sur ce point après, c'est de pouvoir récupérer l'eau de pluie pour les chasses d'eau pour ne pas avoir d'eau calcaire, et dans le système de limiter absolument le brassage, on va dire, de l'urine pour éviter la formation de ces cristaux. On peut deviner, je suis désolé, ça se voit pas très bien, j'aurais dû éclaircir l'image. Comme c'est un projet un peu expérimental, on a donné pour consigne d'avoir des T de visite tous les 4 mètres pour pouvoir regarder des éventuels lieux de cristallisation et pouvoir intervenir pour faire un débouchage manuel si jamais il y avait la moindre cristallisation qui se ferait. Et puis on a aussi fait installer, donc postérieurement à cette visite, on a demandé, parce qu'on l'a mis dans le cahier des charges, ça n'a pas été pris en compte pendant les travaux, des petits bouts de tuyaux transparents pour pouvoir observer facilement aussi des lieux où la cristallisation se fait. Et en général, on va mettre ces points de contrôle le plus en aval possible des longues pentes, puisque c'est là qu'on anticipe le plus fort risque de cristallisation. Donc bien sûr on demande à prévoir une trappe de visite pour pouvoir voilà, contrôler ce qui se passe, éventuellement pouvoir récurer la cuve si c'est nécessaire, parce qu'on a aussi un risque de dépôt au fond de la cuve qui n'est pas toujours observé. Donc voilà, on est encore en train d'apprendre sur tout ça. Et puis il y a beaucoup de points de vigilance qu'il faut adresser quand on accompagne un projet comme celui-là. Par exemple, là, donc ils avaient fait une cuve béton hydrofuge, mais ils n'avaient pas vérifié si c'était, si le revêtement qu'ils avaient mis par-dessus le béton, le cuvelage, correspondait bien aux caractéristiques de l'urine et donc éviter toute corrosion.
Voilà, alors ce qui est très important quand on mène un projet de séparation à la source d'un bâtiment, c'est de toujours penser à la maîtrise d'usage, comment ça va être utilisé. Pour donner un... Donc là, nous, on a écrit des notes et on a aussi, Louise a créé des visuels pour être sûr que tout ce réseau soit bien maintenu. Donc l'idée, c'est surtout d'adresser l'adresser aux gestionnaires du bâtiment et au personnel de maintenance technique et de ménage. Donc les urinoirs secs, il y a une gestion assez spécifique pour être sûr qu'il n'y ait pas d'odeur, pour utiliser des produits spécifiques pour le nettoyer. Donc en gros, il y a le plus simple, c'est le vinaigre blanc, même s'il y a différentes formes avec parfum, etc. etc. Et puis d'entretenir la membrane pour éviter qu'elle cristallise, enfin qu'elle se bouche. Et ensuite, il y a l'entretien du réseau et la limitation du risque d'obstruction. Donc par exemple, de temps en temps, de mettre un verre de vinaigre pour dissoudre si on observe un peu d'accumulation, de mettre une espèce de chasse d'eau brûlante de temps en temps. Donc il y a des opérations de maintenance spécifiques pour éviter ce risque-là. Et puis enfin, surtout, on cherche à éviter absolument qu'il y ait des produits nocifs qui sont intégrés à ça, donc nocifs pour l'agriculteur, mais aussi nocifs pour les bactéries qui doivent nitrifier l'urine. Quand on met par exemple de la javel, et bien la javel c'est un biocide, donc ça va tuer les bactéries qui sont présentes dans le pétribon et il deviendra inopérant. Il faudra nettoyer et puis réensemencer le système. D'ailleurs, le pétribon s'ensemence spontanément avec l'urine, mais il faut être assez vigilant à ça. Et donc là, on a prévu une signalétique spécifique à intégrer dans les locaux techniques et on pousse pour qu'il y ait dans le cahier des charges une formation systématique des équipes de nettoyage pour vraiment prévenir tout risque sur ce réseau-là. Voilà, alors, côté... Pardon. Je suis désolé. On peut pas revenir en arrière ? Non, pardon. Voilà. Pardon. Donc, les adaptations, ils sont à faire. Il y a beaucoup de travail à faire en bâtiment, mais en fait, on doit toujours travailler en parallèle, vraiment en parallèle et pas après, avec la personne qui va valoriser l'urine. Donc là, on est dans un cas assez spécial où c'est l'agriculteur qui habite vraiment juste à côté, hein, à 5 minutes, qui va prendre sa tonne à lisier. Donc la tonne à lisier, normalement, c'est fait pour l'épandage du lisier animal et ça va servir à épandre l'urine avec... donc cette cuve, elle permet d'épandre l'urine dans le champ et derrière, il y a un asperceur. Et là, par exemple, on a dû faire sur mesure un raccord qui permet d'adapter l'embout de la tonne à lisier avec un raccord pompier, qui est le standard qu'on a pour le bâtiment, pour la tête de vanne. Et puis, on a aussi fait installer une citerne souple pour pouvoir stocker l'urine dans le champ et que l'agriculteur puisse vraiment l'épandre quand c'est le bon moment pour lui, par rapport à la pousse de blé, par rapport aux conditions climatiques. Et on a aussi travaillé l'interface avec l'agriculteur, puisque l'idée, c'est que dans la cuve, il y a un détecteur qui sera raccordé à la gestion technique du bâtiment qui indique le niveau de la cuve, et que donc le technicien du bâtiment a la responsabilité de prévenir quand la cuve est assez haute, que l'agriculteur puisse s'organiser pour venir le chercher. Et ensuite, c'est juste, il arrive, il démonte le raccord pompier, il branche sa cuve à lisier, et comme là on est sur un niveau un peu bas, s'il y a une pompe qui va prendre l'urine et l'amener jusqu'à la cuve à lisier. Et donc l'agriculteur, il va enclencher avec un bouton à clé, en fait, il va enclencher la pompe, et puis après il y a un détecteur bas qui l'arrête, et donc lui, il n'a plus rien à faire, il se contente de refermer le tout et de repartir avec. Voilà, l'idée c'est que ce soit vraiment le plus simple possible pour lui. Donc voilà pour le premier projet dont je vais parler dans les détails. Alors il y a un deuxième projet qui pour l'instant doit rester anonyme. Voilà, j'en suis désolé, mais ça me permet de présenter un modèle différent.
Donc c'est un bâtiment de bureau tertiaire avec un permis de construire qui a été déposé et une livraison prévue en 2025. Ici, on n'a pas pu installer d'urinoir parce qu'il y avait une perception qui n'était pas bonne, enfin perçue comme pas bonne pour un immeuble haut de gamme. On a environ 1500 usagers, ce qui permet de collecter à peu près 100 mètres cubes d'urine par an. L'idée, c'est de transformer l'urine en engrais dans une station qui est du coup située en sous-sol. Et le modèle prévu, c'est que le maître d'ouvrage finance l'installation de collecte et de traitement avec l'aide de l'agence de l'eau, mais ce coup-ci à 50% parce qu'on est avec un porteur privé. Le preneur s'engagera juridiquement à entretenir correctement le réseau de collecte, c'est-à-dire à ne pas mettre de javel, à nettoyer au vinaigre, etc. Et ensuite, l'exploitant, il louera le local équipé et il va se financer en revendant l'engrais, c'est-à-dire lui s'occupe de la maintenance, de l'approvisionnement en énergie, etc. Donc voilà un peu on va dire le parcours global, sachant que pour entrer dans les détails de l'équipement dont parlait Fabien tout à l'heure, qui sont les toilettes à séparation qui s'appellent Save par rapport aux autres toilettes qui existaient précédemment, ces modèles récents, ils ont pu convaincre des clients qui veulent vraiment que la perception au niveau de l'usager soit vraiment ne dérange pas du tout ses habitudes par rapport aux autres modèles de toilettes. Celles-là paraissent vraiment comme des toilettes classiques, avec un système assez ingénieux qui est d'utiliser, on appelle l'effet poté, c'est-à-dire que l'urine, comme elle coule doucement, elle va par capillarité longer l'émail et puis être évacuée dans un tuyau à part. Et par contre, les matières fécales, elles vont rejoindre directement le siphon et être évacuées. Alors pour collecter l'urine correctement, évidemment, il ne faut pas uriner directement dans le siphon, mais il vaut mieux s'asseoir pour uriner. Sachant que c'est une pratique qui demande aussi un certain accompagnement, puisqu'elle est mal perçue par certains hommes qui la considèrent comme castratrice, c'est le terme que j'ai entendu, mais qui est culturellement extrêmement encouragée dans tous les pays scandinaves, même en dehors de la séparation à la source, parce que ça permet de maintenir une propreté bien plus forte dans les toilettes. Alors ce système, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut vraiment l'installer partout, dans les logements, collecter du coup vraiment une plus grande quantité d'urine qu'avec les toilettes, les urinoirs sans eau. Par contre, le gros inconvénient de ce système, c'est qu'il va diluer l'urine, puisqu'en fait, pour éviter la remontée d'odeur, on a aussi un petit siphon du côté de la collecte des urines, et quand on tire la chasse d'eau, comme l'eau elle va vite, elle va aller directement dans le siphon, mais une petite partie va toujours couler avec l'urine. Et en fait, suivant les pratiques, le taux de dilution peut vraiment varier, hein, si on fait une grosse miction, une petite miction, mais nous on anticipe un taux de dilution de 50%, et ce qui a un gros impact pour la suite. Parce que quand on a de l'urine pure, finalement, on se retrouve avec la même concentration que les lisiers animaux qui sont répandus et qui vont demander à l'agriculteur quand même de passer beaucoup plus de temps au champ pour répandre ça que s'il épandait un engrais concentré. Et au-delà de ça, le fait de fonctionner avec une tonne à lisier, ça peut provoquer un tassement du champ, donc faire beaucoup de passages avec beaucoup de liquide, c'est un vrai impact économique par le temps passé, le carburant dépensé. Et donc si on dilue l'urine beaucoup pour l'épandre, ben ça a un vrai impact sur les pratiques. Et si on la concentre, ça a un impact important sur la consommation d'énergie. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients. Donc pour détailler un peu plus ce principe de la concentration de la micro-usine, donc il y a un bioréacteur, en fait on fait buller de l'air pour que les bactéries puissent travailler et transformer tout ce qui est ammoniac, ammonium en nitrate, faire le même rôle que le pitry-bombe avec un meilleur contrôle, une épuration par filtre à charbon et un distillateur qui concentre, sachant que ça fait vraiment des quantités d'énergie assez importantes, entre 0,1 et 0,15 kWh par litre, watt par litre il me semble, pardon, je ne me souviens plus des ordres de grandeur exacts. Mais voilà, donc pour synthétiser, ici on va avoir du coup le preneur bâtiment qui va s'occuper depuis la collecte jusqu'au stockage, et l'agriculteur qui va prendre en charge depuis le transport jusqu'à l'épandage.
Et pour l'autre projet, du coup, c'est le preneur, il gère juste la collecte. C'est un exploitant qui va gérer de la nitrification jusqu'au stockage, et lui-même, il va faire son affaire pour revendre ça. Alors pour prendre un peu de recul par rapport à ces deux projets, le premier c'est un projet qui est scientifique, mais vraiment si on veut que ce soit significatif, il faudrait vraiment réfléchir ça au niveau de tout l'aménagement de Paris-Saclay, avec l'établissement du rhinoduc, peut-être la centralisation de la nitrification, etc. Donc c'est une étude qui est actuellement en cours pour évaluer ce potentiel. Et puis pour prendre du recul sur l'équilibre économique possible uniquement avec la valorisation du produit et sans prendre en compte en fait les frais évités par le traitement de l'azote, c'est probablement possible pour des petits volumes qui sont plus liés à de la vente en jardinerie de détail où il y a une meilleure valorisation, mais dès qu'on passe à des gros volumes, on est beaucoup plus... il y a beaucoup plus d'enjeux à réduire les coûts pour trouver l'équilibre économique. Enfin, je vais juste conclure pour dire qu'on pense, actuellement on est toujours consulté pour des projets urbains, et Saclay c'est particulièrement favorable parce qu'il y a des agriculteurs juste à côté, mais pour moi on devrait avant tout penser à la collecte séparative pour les projets ruraux, puisque c'est là finalement qu'on va résoudre facilement des circuits courts. Ok, très bien, merci beaucoup Nicolas. Alors peut-être déjà une première question, n'hésitez pas à y répondre à deux voix, hein. Mais sur cette slide justement, donc tu as parlé du modèle économique lié au projet X. Ma question c'est est-ce qu'il y a un achat finalement de l'urine collectée par l'agriculteur au preneur du bâtiment, ou comment ça se passe pour cet exemple-là? Non, alors quand on finalement là, les agriculteurs pour l'instant, la vision de la collecte séparative des urines, c'est très répandu à l'épandage de lisier ou des bouts de méthanisation dans leur esprit, hein. Pour eux, c'est un déchet qu'ils permettent d'éliminer. Donc il y a toute une politique qui est alors il me semble que c'est le 0 € rendu racine, ça s'appelle, où en fait celui normalement on va dire qui cherche à se débarrasser du produit va financer lui-même l'épandage. Donc l'agriculteur, en gros, il prend en même temps des polluants en même temps que les produits. Donc lui, voilà, c'est un peu la politique globale. Après, dans ce cas qui se passe à Saclay, c'est déjà chouette que l'agriculteur accepte de venir récupérer lui-même l'urine et de l'épandre, on va dire, gratuitement, puisque pour le coup, c'est lui qui finance la collecte et l'épandage, et c'est déjà un plus. Et après, la vision de la Chambre d'agriculture de ça, c'est qu'en gros, plus le produit il est valorisable, si par exemple on a un engrais de type Orin qui correspond beaucoup plus, même si ce n'est pas exactement ce que les agriculteurs utilisent en ce moment, qui peut facilement s'adapter à leurs pratiques et avoir un coût d'épandage supplémentaire qui est assez faible, là ils peuvent rémunérer le produit mais transformer. En tout cas, dans tous les exemples que je connais, c'est plutôt les habitants qui vont rémunérer l'agriculteur pour faire l'épandage, plutôt que l'agriculteur qui rémunère l'urine. Et là, tu peux compléter là-dessus. Oui, effectivement, la demande de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France aujourd'hui, c'est que sur des urines simplement stockées, on soit sur du 0 € rendu racine, donc le fournisseur d'urine s'engage à faire le dépannage. Pour autant, il y a d'autres modèles qui existent aujourd'hui en France. Je pense à une entreprise de toilettes sèches qui fait du 0 € bout de parcelle. C'est-à-dire que le gestionnaire de l'urine vient apporter les urines au bout de la parcelle de l'agriculteur, et ensuite l'agriculteur fait son affaire de son utilisation. C'est sûr que dans un contexte où le prix de l'azote conventionnel acheté aujourd'hui par les agriculteurs a fait x4 en l'espace d'un an, la question de la balance entre s'agit-il d'un déchet ou d'une ressource, elle se réévalue actuellement, et donc c'est sûr que cette position de savoir à partir de quand on considère qu'on est dans un échange juste est beaucoup débattue, et en fait ce qu'on constate, c'est des accords différents qui se font selon les contextes. Il n'y a pas de recette toute faite qui soit nécessairement toujours la plus légitime. Et donc c'est à réinventer. Les rapports de pouvoir vont jouer dans ce qui sera mis en place, c'est sûr. Ok. Et puis j'imagine que c'est aussi au cas par cas des projets et des spécificités la proximité de la avec filière. les champs, etc. Oui, c'est ça. Du type d'agriculture. Ok. Et justement, pour rester un peu dans le même sujet, est-ce que l'épandage des urines est accepté en agriculture biologique, ou est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Alors, pour l'instant, non. Enfin, il y a une liste définie par l'Union européenne qui ne contient pas l'urine. Après, je pense que ce serait hyper pertinent qu'elle le devienne.
parce que pour l'instant, si on veut rester dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, on en revient à apporter des engrais de loin qui correspondent du coup à une réalité en termes, on va dire, d'origine et puis d'aspect sanitaire. Par contre, qui du coup n'a plus du tout la logique écologique. Alors qu'une urine, surtout si elle est épurée, finalement, voilà, c'est d'origine organique. Alors, ok, elle est assez biodisponible, c'est-à-dire il y a un aspect biologique qui peut rendre doucement les nutriments, l'azote, donc elle est très disponible. Et en plus, il me semble que ça correspond vraiment à un besoin agricole où, pour certaines cultures de céréales, on a besoin d'un engrais dit booster qui puisse agir vite. Et dans l'agriculture bio, justement, on trouve pas trop cet engrais-là, et là, ça permettrait de l'avoir. Donc, ce serait hyper cohérent que ça le devienne, et puis ça boosterait complètement les modèles économiques. Dans les études qu'on est en train de faire sur le plateau de Saclay, on s'aperçoit que si on veut gérer l'équilibre économique, déjà il faut aussi une participation, par exemple du SIAP, qui est chargé d'élimination de l'azote, parce qu'il faut à la fois des recettes du point de vue de la valorisation, que l'agriculteur pourrait rémunérer, et des recettes du point de vue on va dire, du déchet évité. Et s'il y avait une agriculture bio, comme les engrais bio sont beaucoup plus chers, ça permettrait vraiment d'avoir plus facilement des équilibres et de porter toute la filière. Ok. Alors peut-être pour revenir sur les deux exemples que tu nous as présentés, peut-être des questions plutôt, on va dire, liées à l'économie et puis à l'exploitation-maintenance. Donc tu l'as un petit peu présenté pour le second projet, mais est-ce qu'il y a une filière ou en tout cas une organisation spécifique qui est mise en place pour la gestion et qui justement suppose un peu de fonctionner différemment? Donc je pense par exemple pour le preneur du bâtiment C15B, est-ce que il va changer un peu ses pratiques en termes d'exploitation-maintenance, faire appel à des structures spécifiques, ou comment est-ce que c'est anticipé? Alors, c'est anticipé dans le sens où on a fait des notices très claires. Le bâtiment doit être livré avec une signalétique spécifique qui sera mise notamment dans tous les locaux qui sera utilisé par le personnel qui assure l'entretien et le nettoyage, plus dans les locaux toilettes eux-mêmes, pour vraiment s'assurer, se donner un maximum de chance qu'il n'y ait pas de mésusage. Et après, c'est encore en train d'être conçu, mais on prévoit aussi ce qu'on appelle un accompagnement à la maîtrise d'usage, avec vraiment une formation spécifique des sociétés. Donc en tout cas, ça fera le preneur s'engage juridiquement à transmettre aux sociétés qui vont venir assurer le nettoyage tous ces documents et à ce qui soit mis en place. Ok. Et en termes de coûts, la mise en place du coup de ces dispositifs de collecte séparée et de récupération des urines, est-ce que en termes de coût global, est-ce qu'on a un peu une idée de est-ce que c'est intéressant ou est-ce que ça coûte plus cher? Enfin, c'est souvent une question qui nous est posée. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience par rapport à ça ou... Alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que c'est des projets où les entreprises de travaux, ça les surprend. Alors, le site, techniquement, il n'y a vraiment rien de compliqué, mis à part peut-être les systèmes de filtres, etc., ou de nitrification qui sont pour l'instant, on va dire, des petits marchés de niche, donc avec des petites productions artisanales, donc ça reste encore assez coûteux, les personnes ne savent pas trop le mettre en place, et il y a un peu, on va dire, un petit monopole pour chaque système, parce qu'il y a très peu d'acteurs qui sont là, donc là il y a peut-être des coûts importants. Après pour l'urinoir sans eau, c'est pas plus cher qu'un urinoir avec eau, et puis on trouve largement les économies par les économies d'eau qu'on fait pour la suite. Les toilettes à séparation, elles sont quand même plus chères que les toilettes classiques, à l'ordre de 1 000 €, 1 200 € par toilette avec la chasse d'eau incluse. Mais au final, avec l'aide de l'agence de l'eau, ces surcoûts sont complètement indolores pour les maîtres d'ouvrage. Donc ce qui va créer un peu le surcoût, c'est plus le fait de mettre un stockage en bâtiment ou pas, parce que ça prend de la place pour les locaux techniques, et puis le système de pompage et de traitement, si jamais il est inclus. Et la collecte en soi, c'est vraiment epsilon. Ok, très bien. Et peut-être une dernière question que j'avais envie de vous poser. On a du coup plutôt présenté des cas de toilettes qui permettent justement la collecte séparée, mais est-ce qu'on peut aussi parler de collecte séparée et de valorisation des urines avec des toilettes sèches qui du coup vont finalement mélanger les urines avec des matières végétales? Est-ce qu'on peut les réutiliser de la même manière, ou est-ce que ça implique des filières différentes ou un fonctionnement différent avec des toilettes sèches?
Est-ce qu'on peut collecter de l'urine et mélanger cette urine avec typiquement du broyat ou des copeaux, c'est ça? Non, c'est mélanger urine et matière fécale plus, ou c'est matière végétale. Non, mais c'est est-ce que... parce que là, du coup, on a plutôt eu des exemples de toilettes qui permettent de collecter séparément l'urine sans forcément qu'elle soit mélangée. Dans une toilette sèche, il me semble qu'on la mélange, du coup, avec... Avec la matière fécale, c'est ça? Ok. Pas forcément, des toilettes sèches qui séparent aussi. Ok, d'accord. D'accord. Et effectivement, on travaille beaucoup aussi dans le programme CAPI sur des filières de valorisation des matières fécales, puisque aujourd'hui, les matières fécales dans l'eau, ça participe de la contamination avec les pathogènes fécaux, en particulier les risques de transmission de maladies des milieux aquatiques. Donc aujourd'hui, presque toutes les rivières de France sont contaminées aux pathogènes fécaux, et finalement les risques sont gérés par des unités de traitement pour l'eau potable, par des interdictions de baignade, etc. Et donc il y a un grand nombre de projets dans lesquels on met en œuvre des valorisations par voie sèche des matières fécales avec une pratique du compostage qui est la pratique la plus répandue à petite échelle. Et si l'urine c'est un sujet qui a été travaillé depuis un certain nombre d'années déjà en contexte urbain avec pas mal de développement, sur ce sujet matière fécale il y a encore eu très très peu de travaux, une réticence beaucoup plus forte et en particulier moins de nutriments qui sont présents dedans, donc en plus d'un point de vue des modèles économiques il y a eu moins d'intérêt pour travailler dessus. Mais il y a un enjeu de santé publique très fort et nous on est très intéressés par la capacité à mieux gérer le risque sanitaire en utilisant d'autres modes de gestion des matières fécales que la toilette à chasse d'eau. Donc il y a des perspectives a priori très intéressantes aussi dessus. Ok, très bien. Ça pourrait faire l'objet d'un autre petit déjeuner technique. On va devoir le clôturer celui-ci. Les échanges étaient passionnants. Merci beaucoup Fabien et Nicolas. Merci à Alexandra et Camille qui ont contribué à l'organisation de ce petit déjeuner technique. C'est le dernier webinaire du coup de ce cycle sur la gestion de l'eau, donc merci à tous d'y avoir participé et donc on vous donne rendez-vous en 2023 pour de nouvelles actions et puis un nouveau cycle de petits déjeuners techniques avec le même format et la même horaire. Merci à tous, au revoir et à bientôt. Merci. Merci.